sommes en direct. Bonjour à tous, merci de participer. On est libéré pour parler de l'artisanat et d'entreprendre dans l'artisanat sur une première table ronde qu'on lance un peu à Essinance, donc qui est une manufacture partagée, collaborative et solidaire qu'on vient d'ouvrir en octobre 2019 dans la continuité d'ici Montreuil et d'ici Marseille. Et donc, en introduction pour que les gens comprennent, c'est un lieu qui permet à un artisan, quel que soit on va dire, son savoir-faire dans sa globalité, de pouvoir, en échange d'un abonnement, venir travailler, accéder à un parc de machines qui fait plus d'une centaine de machines aujourd'hui, et surtout se mettre en réseau et travailler en communauté parce que d'expérience, on se rend compte que l'isolement est quand même un ennemi de l'artisanat. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table très rapide, et on commence par Alex. Qu'est-ce que tu fais? Je suis résident à Nantes, je suis ferronnier d'art et verrier, donc spécialisé dans le vitrail. Et je suis résident ici depuis le mois de janvier et je suis en micro-entreprise depuis 2016. Voilà. Super. Et donc Raphaël, moi je suis ton collègue. Donc, je travaille chez MEC ici, qui est l'entité support donc Nantes, Marseille et Montreuil. Et donc je pilote l'activité de formation pour les entités du site. Estelle? Alors, donc moi je suis Estelle, donc également résidente ici depuis mars. Donc moi je suis créatrice textile. J'ai fondé Les Belles Canailles, qui est une marque de décoration textile pour la chambre des enfants. Et je suis également teinturière. Donc je teins à partir d'extraits naturels. Voilà, bonjour Henri, moi je suis retraité à la retraite après une carrière dans l'industrie agroalimentaire, et ma reconversion, moi, c'est d'aider les uns et les autres à retrouver leur voie après un arrêt temporaire dans leur carrière ou après une réflexion qu'ils veulent avoir. Je suis Valérie, j'ai vu un bâtiment intéressant de loin, il y avait plein de gens dedans, ça avait l'air de bruisser comme une fourmilière, alors je suis venue. Super. Et tu es? Moi je suis designer de formation, expérience. Donc moi c'est Yann, un homme du bois, donc un petit peu comme Obélix, tombé dedans quand j'étais petit. Et je n'ai jamais quitté le fil, artisanal, et à ce jour j'enseigne à la chambre de métier, les métiers du bois, et principalement sur une formation qui est assez en adéquation avec ce qui se passe ici. C'est intéressant, j'avais rencontré entre autres Gatien à ce titre, puisqu'elle propose aussi une vision complètement différente de notre métier, cet artisanat est existant, mais d'un passé pas révolu, parce qu'il a encore sa place, mais qui a besoin de se renouveler peut-être dans son entité même et dans son fonctionnement, et à savoir parler de coopérative, de participative, de multimatériaux, propulseurs d'idées, de rapidité. Voilà. Et le cœur même de la formation que nous avons mis en place, maintenant ça fait 10 ans, bouscule un petit peu ces codes-là, mais reprend en gros presque ce que vous faites ici. Hein, c'est-à-dire d'accompagner des jeunes qui, je vais faire plus court, sont issus de formation d'ébénisterie, qui ont pour tous au moins 5 ans de métier, donc des gens de matière, des gens de fondamentaux, à qui on essaye d'enseigner le mieux possible la notion de conception, au-delà de la fabrication, qui devient complémentaire pour eux et donc propulseur, évidemment, d'axes créatifs. On augmente le champ de création, et non plus sur le bois, mais sur tout ce qui n'est pas bois. Voilà. Formidable. Écoutez, nous on avait préparé 3 thématiques pour alimenter un peu la discussion. La première, ça va être qu'est-ce que c'est entreprendre dans l'artisanat aujourd'hui. On sait qu'il y a la mode de la Startup Nation et de l'entrepreneuriat qui porte depuis quelques années maintenant la société française. En quoi entreprendre dans l'artisanat c'est différent? Voilà, je pense que ça c'est une question qui est hyper intéressante et surtout à notre époque aujourd'hui. La deuxième partie, la deuxième thématique, c'est plus comment je passe de l'idée au projet. Ça c'est aussi pour ça qu'on voulait vraiment avoir tous vos regards, parce qu'il n'y a pas une voie aujourd'hui pour arriver à l'artisanat. Je crois qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent. Et la dernière, c'est plus concrètement aujourd'hui quelles sont les formations qui mènent à ça. Est-ce que si on n'a pas fait en tant que formation initiale, c'est foutu, ou est-ce qu'au contraire, les bons sont de plus en plus nombreux pour changer de carrière et revenir rattraper ce formidable secteur. Alors, question vraiment générale, l'entrepreneur dans l'artisanat, est-ce que c'est un entrepreneur comme un autre?
plus spécifiquement aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse, de votre point de vue, hein, tous, quelqu'un qui voit plutôt le phénomène du digital, de la Startup Nation et plus généralement de l'entrepreneuriat à travers d'outils digitaux, à se dire, moi, tout compte fait, je vais revenir sur une typologie d'entreprise qui est souvent, mes parents m'ont dit, surtout, travaille pas avec tes mains parce que tu vas t'user et c'est ingrat. Voilà. Pour démarrer, puisque je suis un peu plus loin de l'artisanat que vous, moi je dirais qu'il y a une question qui sous-tend tout ça, c'est réussir. Faire de l'artisanat, c'est d'abord pour réussir, et réussir, c'est quoi? C'est deux choses, c'est la performance de l'objet qu'on va réaliser, la performance du succès qu'on va avoir, de la commande qu'on va réussir, et d'une part, et d'autre part, c'est le bonheur. Hein, c'est les deux. Je crois qu'il y a le côté métier et le côté personnel. C'est ça qui permet de démarrer et de durer. Alors, moi, je dirais simplement que dans les nombreuses personnes que je vois et qui à un moment donné font leur bilan de compétences et recherchent la suite de leur carrière, je rencontre des gens qui ont une vocation qui existe, qui est un peu cachée, et qui un jour se disent mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors deux exemples. Cyril est ingénieur ICAM, il a managé des entreprises, il a managé des usines, il a ensuite dirigé un bureau d'études, etc. Et un jour, il s'est dit mais moi qui passe mon temps à bricoler, qui dès petit avait la joie de faire des maquettes de bateaux, etc., où est ma vraie vie? Et du coup, très naturellement, l'idée est venue, puis ensuite il a fallu y travailler, mais ça marche très bien aujourd'hui. Il a repris une petite entreprise d'électricité, il a 2 salariés et il s'éclate avec performance et bonheur. Deuxième exemple, une jeune femme qui était responsable de grands projets complexes informatiques, d'Air France, d'organisation des emplois du temps, des stewards et des hôtesses, enfin des grosses affaires, et donc qui a eu cette carrière-là, et à un moment donné, parce qu'elle a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, elle a arrêté, et quand elle a voulu reprendre, elle s'est posé la question. Et naturellement, l'orientation s'est allée vers des projets complexes dans des organisations ou dans des entreprises avec une finalité informatique, etc. Et puis a surgi l'idée que sa vraie passion, elle n'était pas là. Quand elle était jeune, elle a eu un professeur qui l'a emballée sur le dessin, elle a toujours fait du dessin, et donc on a tout arrêté la réflexion et on a repris une réflexion sur créer son entreprise d'artisans et d'artistes de dessin. Et la voilà partie, et elle dessine merveilleusement des portraits d'enfants, des portraits de maisons de famille, et elle a rejoint un atelier comme ici à Issy-Nantes, un atelier de 12 artisans, artistes dans divers domaines, et la voilà partie. Et la voilà en particulier parce qu'elle n'est pas seule, et comme le disait Yann tout à l'heure, elle n'est pas seule, et elle a cette proximité avec d'autres partenaires. Alex, une réponse, parce que toi tu dois partir plus tôt que les autres. Comment tu vis toi cette idée d'entreprendre dans l'artisanat, pour peu que tu le vois comme ça toi? Je le vois un petit peu comme ça. Je pense que c'est par rapport à d'autres domaines d'activité, il faut avoir vraiment toutes les casquettes, parce que déjà il a fallu apprendre un métier, après il faut savoir se vendre, faire vraiment tout ce qui va être prospection avant, aller chez le client, fabriquer. Moi c'est quand même la partie qui m'intéresse le plus avec la conception, et c'est jongler tout le temps entre les casquettes. Le côté administratif qui, suivant les gens, est plus ou moins difficile. Pour moi, combien de temps tu passes en fabrication pure et dure, en conception, dans ton cœur de savoir-faire, ce qui t'intéresse le plus? 50%, je dirais. 50%. Ouais.
Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Et ouais, c'est difficile de gérer toutes ces casquettes. Du coup, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici déjà. Parce que ça permet déjà d'avoir un réseau qui. Le fait d'avoir un réseau, ça apporte aussi énormément de connaissances, de travail, induit un petit peu dans le. Enfin, plus on a de réseau, plus on a de boulot. Et ouais, je pense que un artisan qui n'est pas bien entouré, il a beau travailler le mieux possible, ça va être très compliqué. Donc là, je me mets aussi dans une coopérative chez Bâti Créateur. C'est pour ça que je pars un peu plus tôt. Voilà, mais ouais, jongler entre les casquettes, enfin, les chemises en l'occurrence, c'est un des trucs qu'il faut apprendre à gérer. Et si on ne sait pas le faire, on s'en sort pas. Estelle? Oui, enfin, la clé pour moi c'est le soutien. Enfin, moi, du coup, moi c'est une reconversion. Moi, l'artisanat c'était aller vers ce qui m'animait. Donc avant ça, moi je faisais un métier alimentaire, j'étais à Super U d'Albi, là pas très loin. Et clairement, enfin, je m'éteignais. Et pour moi, l'artisanat, bah, ça représentait le bonheur, comme vous dites, l'épanouissement personnel. Mais pour moi, je voyais ça un petit peu bouché, puisque voilà, je venais d'être maman quand j'ai vraiment pris la décision d'aller vers ça. Et puis j'exerçais un métier en fait où j'étais complètement vidée. Mais j'ai quand même. Le désir d'aller vers ce qui m'animait était quand même plus fort et j'ai profité en fait de mes grosses pauses de coupure le midi pour réfléchir sur ce projet et aller petit à petit vers ça. Donc moi jusqu'à il y a peu, j'ai fait ça un petit peu toute seule en allant me confronter. J'ai monté mon projet, je me suis formée auprès de professionnels et donc moi mon mode de fonctionnement ça a été vraiment d'aller confronter mes idées. Mon niveau aussi, ma créativité à des professionnels et par rapport à leur retour, c'est comme ça que j'ai grandi, j'ai appris des connaissances, mais je me suis vite retrouvée quand j'ai lancé mon activité en août 2018. J'étais chez moi en fait, donc j'exerçais chez moi, j'étais pas vraiment soutenue en fait. Et je manquais de réseau et du coup c'est ça qui a été le plus dur en fait, le manque de soutien, le manque de soutien quoi, et le manque d'espace quoi. Mais on y arrive. On y arrive donc voilà, je sais plus, j'ai perdu le fil. Donc heureuse, pas de regret. Ah non, absolument pas. Non, vraiment absolument pas. Vraiment, je conseille tous les gens qui sont animés par la création, parce que moi c'est ça en fait, c'est la couleur, la création, la matière textile, quoi. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait me lever tous les matins. Et pour rien au monde, même si le chemin était hyper difficile, vraiment, parce que moi j'ai lancé mon activité dans une période de grève, donc je me suis retrouvée avec mes enfants dans un petit espace, vraiment le truc étouffant, mais j'y suis arrivée. Et voilà, elle est carrément plus forte et maintenant je déguste le fait d'être dans un endroit comme celui-ci et là vraiment c'est facile quoi, c'est fluide et c'est génial d'avoir des espaces comme ça quoi. Et à quel moment tu t'es sentie prête ou tu t'es dit tiens je suis prête, j'y vais, je lâche j'y vais quoi. Qu'est-ce qui a fait que c'est une exaspération d'être vraiment c'est ça. En fait je pense que c'est l'inconfort qui te pousse le rejet qui à aller vraiment dire non là c'est bon j'y vais quoi. Donc ça a été une mauvaise expérience avec une collègue qui je me suis dit mince je suis pas à mon endroit, je suis pas là où je dois être et je suis partie. Yann Oui, moi je suis assez admiratif de tout ça. J'ai un cursus moi complètement différent de vous, parce que je le disais tout à l'heure, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc c'est complètement différent, une espèce d'axe générationnel, de succession presque patrimoniale, de quelque chose que l'on défend par passion en plus. Donc voilà, et j'ai au cours de ma vie professionnelle, qui n'est pas très longue, mais j'ai quand même pratiquement 40 ans de métier, j'en ai 54 aujourd'hui, d'avoir une vision d'un avant et d'un aujourd'hui et potentiellement aussi d'un après. Ce que vous positionnez là, ça pose du sens, parce que je pense que c'était un peu la réponse à ta question, c'est donner du sens à, et souvent positionné par les humains que nous sommes, et on en revient à l'essentiel, parce qu'on peut parler des métiers, des contenus, des machins, des formations, des fondamentaux, ça part de là, quoi.
passer par de la souffrance, du ras-le-bol, c'est la capacité à comprendre ce qui ne va pas, mais aussi la capacité qu'on n'a pas tous à pouvoir transformer. La transformation, c'est quoi? C'est dire à un moment, j'en peux plus, quoi. Donc c'est jusqu'où on va dans le j'en peux plus pour basculer sur quelque chose qui nous plaît. Et j'avoue que les métiers de la matière, de l'artisanat, quel qu'il soit, restent un élément extrêmement fédérateur quant à l'idée de transformer et prendre son pied, sans pour ça positionner la réussite potentiellement financière, mais la réussite de la révélation de ce que l'on est. C'est une évidence. C'est une évidence. Ça nous ramène à la proportion aussi de l'artisanat. C'est quoi l'artisanat? Parce que du coup, je n'ai pas l'impression qu'on a répondu non plus à la question. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Je ne pense pas, parce qu'il y a une notion qui me ramène à l'idée d'entreprendre. Voilà, c'est l'entreprise. C'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est définir aujourd'hui quelque chose qui répond, qui part de là et qui va vers là. Pas forcément quelque chose qui part de là et qui va vers là. Et qui répond potentiellement, comme on veut le faire, à une conjoncture, à une réalité de quelque chose qui nous permet à la fois de pouvoir en vivre. Mais je suis convaincu, et là c'est un peu spirituel cette histoire, mais c'est quand même ça, c'est que quand on est à sa place, il y a de l'abondance. Et elle viendra aussi petitement soit-elle. C'est-à-dire, pour faire ce que tu fais, et très bien, dans la petitesse, qui n'est pas péjoratif, mais de la manière avec laquelle tu gravites et tu brasses, et là on en revient des conjonctures de merde que sont le pognon, comme monter une boîte avec 20 bonhommes demain. Alors est-ce qu'une boîte de 20 bonhommes c'est un artisan? Ouais, pourquoi pas. Moi, voilà. Et parce que la notion d'entrepreneuriat, elle est liée à l'artisanat. L'artisanat c'est quoi? Je pense qu'il y a une notion à la fois craft, entreprise, art, c'est se faire plaisir, quoi. Je pense que et s'adapter à un marché qui est en permanence, en mouvance permanence. Et là, Dieu sait si c'est compliqué. Il y a peut-être une notion de quantité quand même, de fabriquer. On est quand même sur des structures qui sont un peu plus petites et qui n'envisagent pas d'inonder un marché avec des quantités de produits. Il me semble. Ouais, mais ça nous ramène à nos fondamentaux, c'est-à-dire que pour pouvoir graviter dans un élément aujourd'hui d'artisan, puisque moi on enseigne à des artisans, dits artisans, on travaille aussi avec des gens qui ont 900 salariés. Donc est-ce que l'artisanat c'est 900 salariés? Je ne suis pas convaincu. Et qui pourtant viennent chercher à la base et dans nos fondamentaux, parce que là ça nous ramène à l'idée de la formation, c'est comment j'y arrive. Ça faisait partie de la question que tu posais, c'est ok, entreprendre c'est génial, mais cette questionnement que tu t'es posé, tu dis j'en ai chié, excuse-moi entre guillemets, c'est pas le mot que tu as utilisé, mais comment j'y arrive, c'est que j'ai envie, mais comment j'y arrive pour être pertinente, autodidacte, tu as utilisé un mot tout à l'heure hyper fort, ou pas autodidacte, ou avec des fondamentaux de gens qui savent et qui m'apprennent. Il y a un passage incontournable que sont les fondamentaux, c'est clair. Il y a une part d'autodidacte, c'est évident, c'est la part artistique de l'ensemble, c'est comment je le prends, dans quel sens je le prends, comment je le révèle. Mais il y a un moment aussi, dans le propulseur d'avancer, il y a bien évidemment de côtoyer des gens aussi qui savent. Donc il y a une notion de savoir, de pérennité, et qui est le propre aussi de l'artisan, qui, j'ai quand même l'impression, et dans ma génération, se bouclait dans un atelier, fermait les portes, parce que la seule peur et la seule crainte qu'on avait, c'était de se faire piquer ce qu'on faisait, et de ne pas le montrer. Mais qui a été aussi... qui a été magnifique et qui peut aussi continuer peut-être au Puy-en-Velay, je sais pas, dans le Cantal, qui a une vraie légitimité. Qui reste encore chez... Enfin moi je connais des artisans qui ne se verraient pas travailler en atelier collaboratif. Non, mais... Parce qu'ils disent, voilà, moi j'ai pas envie qu'on regarde ce que je fais, j'ai envie d'être... voilà. Mais il faut les parce deux. que l'acte créatif il faut aussi... les deux. Je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux et on n'est pas tous prêts à communiquer. Ça parle d'innovation, tu parles aussi du numérique, de l'innovation. Moi je suis dans mes ambivalences les plus totales, puisque dans la formation qu'on a montée, elle parle d'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est ramener toutes ces technologies high-tech, je dis bien high-tech, vers la possibilité de l'utiliser à des fins de propulsion artisanale, donc qui reste le toucher de la matière et des fondamentaux donc, qui prennent du sens et dont on n'a pas besoin. Et pourtant, quand je parle d'ambivalence, c'est une réalité, parce que j'ai quand même cette impression que la part technologique annihile une partie de la qualité aussi. C'est intéressant parce que toucher. En fait, là, juste devant vous, c'est une maquette dissidente imprimée en 3D par des résidents ici qui sont en studio d'impression 3D co-responsables, pour le dire rapidement. Est-ce que justement l'apport de la technologie, comment vous le percevez en tant qu'artisan et vous êtes lancé dedans, et en tant que vous, expert en formation aussi, qui voyez, qui avez vu l'évolution. J'ai toujours une anecdote, on m'a dit une fois, je connais des ébénistes qui regrettent l'arrivée de l'électricité. Je fais partie de ceux-là, moi tous les salons du meuble ou les salons depuis 40 ans,
La seule envie, c'est d'aller couper le compteur. Donc ça, c'est mon avis. Et pourtant, je travaille là-dedans, donc c'est très ambivalent. C'est la mesure qu'on a besoin de trouver pour permettre de regarder ce qui se passe, comment on peut s'en servir, sans se faire complètement submerger par quelque chose qui fait perdre nos savoir-faire. Et que si j'avais un choix, l'objet ultime à emmener, le bouquin, parce que je déménage dans mon tiny house, ce serait de garder quand même mes fondamentaux et mon savoir-faire. Donc c'est ma résilience. Et la résilience, ça parle de ce que je sais faire. Et ça me fait fou. Donc c'est capital. C'est la résilience. Et si je reviens à l'idée de petite quantité, c'est aussi prendre le temps de faire quelque chose soigneusement avec les idées qu'on y mène, la passion qu'on a, qui nous anime. Et donc ça s'adresse forcément à un marché différent de ceux qui entreprennent pour faire des plus grandes quantités et qui prennent peut-être moins de temps à soigner leur création ou soigner différemment la fabrication. Je reste convaincue de ce positionnement qui est particulier, qui est complémentaire de tout ce qui existe. Ça pose le design industriel. Hein. On est dans la définition du design industriel. Quand tu parlais des grandes entreprises qui font appel à nous, ils viennent chercher en fait dans notre formation de la création, la part créative et de nouvelles technologies, parce que le savoir-faire en quantité, ils l'ont. Oui. Ils ne viennent pas se mettre en opposition avec une fabrication artisanale. Sauf que c'est la capacité à prototyper, c'est la capacité au premier de série qui fait des petits, et qui pose d'ailleurs, si on le veut, un axe qualitatif ou pas dans l'idée d'une production qui se doit être moins onéreuse ou moins importante, donc on va raccourcir, désépaissir, etc. Mais à la base, le produit doit tenir debout. Quoi. Et il revient à nos fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est le point de départ. Et le plus proche de celui de l'artisan, bien évidemment. Donc ça veut dire que la potentialité de l'artisan, elle peut être aussi exponentielle, vers quelque chose de beaucoup plus industriel, si on a envie au regard d'une société qui de toute façon est dans une croissance infinie. Et si on pose ce regard-là, on a une vision de quelque chose, en l'occurrence exponentielle pour l'artisanat. Parce qu'il va falloir qu'on pose une décroissance, il va falloir qu'on pose une sobriété. Ça, c'est ma vision des choses, heureuse. Mais elle passe par de l'high-tech. Attention à la mesure de l'high-tech. C'est d'avoir un pied dans quelque chose qui... Après, je pense que faut le voir aussi en effet, il y a une question de mesure à avoir et de se dire que c'est un outil qui permet d'émanciper, en tout cas de permettre à des savoir-faire de s'émanciper. Ça aussi, ça élargit la définition des savoir-faire. Un designer qui travaille sur un ordinateur, c'est aussi un savoir-faire qui va mettre à... Et peut-être aussi d'amener plus de collaboration entre des personnes qui ont des savoir-faire qui se complètent. Mais en effet, il ne faut pas que l'un fasse concurrence à l'autre ou l'autre concurrence à l'un, parce que là, d'un coup, on se heurte à des oppositions qui ne sont pas du tout constructives. Et nous, on est en plein dedans chez les ici, quoi, où on parle de savoir-faire, artisanat, design, numérique, et on met tout ça dans un pot commun. Mais l'idée, c'est pas de dire, en effet, à un artisan de fabrication, alors j'aime pas le mot traditionnel parce que ça n'a pas de sens, mais de fabrication manuelle, de ne pas lui dire, il faut à tout prix que tu gères les technologies. Par contre, il y a des gens qui la gèrent et avec qui tu vas pouvoir travailler. Et tu vas aussi pouvoir un petit peu pousser les murs de ta créativité en te disant, il y a des solutions, je ne vais pas forcément devenir un expert de la fabrication numérique, parce qu'à la base, moi je suis ébéniste ou je suis métalleux, mais par contre, je sais que ça existe et je sais que je peux m'entourer de personnes qui vont m'apporter ça. Et pour répondre à cette question d'une manière plus pragmatique, puisque c'était un peu, il me semble, le sens que tu avais envie d'entendre, enfin pas d'entendre, mais la réponse que tu avais envie de peut-être d'ouvrir le débat, c'est que attention, la première des choses, ce sont les fondamentaux, j'y reviens. Et attention de ne pas se faire submerger par une technologie qui pourrait être peut-être même le point de départ du métier, parce que le point de départ du métier, ce n'est pas la technologie, ce sont les fondamentaux qui passent par le toucher la matière. Après, on élabore. Après, on étoffe. Après, on prend des chemins peut-être potentiellement différents qui viennent nourrir, voire agrémenter, voire poser une proportion complètement différente, d'une manière complémentaire, on est bien d'accord, mais n'oublions pas d'où on vient. Et je le vois et nous le voyons, enfin moi je le vois avec beaucoup de pertinence, c'est que je prends la modélisation par exemple, qui fait partie intégrante de nos métiers aujourd'hui, surtout les dossiers qui repart sur la FAO, et puis à partir du moment où on travaille, on peut aller où on veut et comme on veut. Ben, je suis désolé, mais apprendre à travailler sur une table à dessin, ce qu'on essaie même si on paraît nous hors du temps, moi je l'impose, une espèce de vilain canard, mais c'est complètement fou. Et ben non, ça passe d'abord par ça. Tu vas bosser 3 ans sur ta table à dessin. Voilà. D'abord, tu vas apprendre à travailler proprement, etc. Et après, utiliser l'outil numérique
Voilà, donc pour moi, c'est un passage obligé. C'est peut-être une vision extrêmement obsolète, mais qui est dans la valeur du qui peut le plus pour le moins et qui nous ramène à cette résilience-là, quoi. Le véhicule 3D, le véhicule rectiligne du dièdre, la projection orthogonale, le rabattement. Enfin, parce que je suis issu de ça aussi, c'est la capacité de pouvoir le tracer en trait, au sol, avec une vision d'espace magnifique, qui fait qu'à un moment, on la transpose d'une manière magnifique sur un ordinateur. Les opérateurs numériques, je les vois dans nos métiers, c'est que moi, monsieur, oui, je peux être opérateur numérique, c'est-à-dire travailler sur un centre d'usinage, quel qu'il soit. C'est quoi ton cursus? J'ai fait du développement, je suis hyper... Ouais, il va oublier la bécane, il va rentrer dans le BIOS, il va travailler sur les développements, etc. Mais quand il faudra poser la pièce de bois, qui se doit d'être aspirée, travailler en avalant, travailler en opposition, comprendre la réaction de l'ensemble, c'est fini, c'est fin de chantier. Donc les fondamentaux sont capitaux. Et ça doit faire partie du point de départ. Est-ce que les fondamentaux, pour aborder la thématique un peu de passer un projet, quand on a cette idée d'aller vers l'artisanat, qu'on soit jeune dans une seconde partie de sa carrière, ou une troisième, une quatrième, c'est quoi Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut être autodidacte et est-ce que vous en voyez, vous, de plus en plus, ou au contraire, est-ce qu'il y a un retour par le phénomène du néo-artisanat aussi à une deuxième formation initiale presque pour justement comprendre les fondamentaux du métier qui vont être les racines d'un projet d'entreprise artisanale. Moi, je crois que si on revient à l'artisan, c'est quelqu'un qui est forcément fort parce que il est porté par son savoir-être, mais il va donner beaucoup de lui-même. C'est ce que disait Yann, ça part de là et il est fort. Et cette force-là, au départ et par la suite, il faut qu'il acquiert dans une certaine sérénité. Alors la sérénité, moi je la vois dans plusieurs domaines. D'abord, très, très basiquement, une sérénité financière. Il faut que quand on démarre, ou même par la suite, une visibilité de 10 mois, 12 mois, etc., va permettre cette sérénité qui permet de se consacrer à l'essentiel, aux fondamentaux, et voir à l'acquisition de nouvelles données ou la complémentarité avec d'autres affaires. Alors, cette sérénité financière, elle s'acquiert avec les banques, elle s'acquiert avec ce qu'on a mis de côté, elle s'acquiert avec les commandes en cours, etc. Mais elle est importante. Deuxième sérénité, c'est la sérénité, Estelle en parlait tout à l'heure, de l'environnement et de l'entourage. C'est vrai que être seul, c'est l'ennemi de l'artisan. Être appuyé par qui? Par sa famille, par ses amis, par ses proches, mais plus encore par ses collègues qui font le même métier ou un autre métier, mais qui sont proches. Et ici, Nantes porte bien ce concept-là, et qui est pour moi un gage de sérénité et donc de solidité de l'artisan. La troisième sérénité, c'est la sérénité, on vient de parler de compétences. Je veux dire que quand on aborde un sujet et un domaine, se sentir... Alors, être compétent, c'est quoi? Être compétent, c'est être capable de. Être capable de, c'est le savoir. Et lorsque on aborde un sujet, on sait que la formation est fondamentale. Parce que hier, aujourd'hui et demain, la formation va nous apprendre et va nous permettre d'être capable d'être capable de mieux faire et d'être capable de faire plus et d'être capable de faire différemment. Donc cette formation-là et la proposition de la Chambre des métiers, la proposition d'ici Nantes est un outil formidable, je trouve, pour l'artisan qui démarre ou qui a démarré. Une sérénité encore, c'est la sérénité du temps. Lorsqu'on est pressé, je crois que le vite est souvent l'ennemi du bien. Et quand on veut faire bien, alors quelquefois il faut faire un peu plus vite parce que les délais sont là, etc. Mais autrement, se donner du temps, se donner le temps de faire. Et comment on peut s'acheter ce temps-là? Eh bien, on peut s'acheter ce temps-là en ne perdant pas une seconde. Je crois que c'est l'action crée la solution. Donc lorsqu'on est dans l'action, lorsqu'on est dans son plan d'action, lorsqu'on est sur sa route, etc., se donner du temps de bien faire, c'est aussi un gage de sérénité. Voilà,
petite réflexion sur un artisan, il a besoin de ça parce qu'il a besoin d'être fort, et un artisan est quelqu'un qui est fort. Ouais, et j'ajouterais aussi la connaissance de soi, en fait. C'est ça la base pour moi, pour pouvoir aussi grandir. Et que là, en fait, on a vraiment besoin de se connaître, de savoir qu'est-ce qui nous anime, quels sont nos besoins, et petit à petit, justement, se créer cet environnement qui nous permet justement d'éclore, quoi, d'avoir une bonne terre. Et les clés, c'est ça, c'est la sérénité, le temps d'avoir... de se créer les bonnes conditions. Mais en fait, il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui nous les apportent, c'est soi. C'est savoir, de quoi j'ai besoin, et savoir, de faire des choix, en fait. Moi, j'ai fait énormément de choix, j'ai pris des décisions, j'ai dû couper aussi des ponts avec certaines personnes pour pouvoir aussi me concentrer sur moi, explorer, c'est ça aussi. Prendre le temps d'explorer, j'ai pris ce luxe de prendre le temps, en fait. Et c'est pas évident parce que dans une ville comme Nantes où on a beaucoup de sollicitations, ça grouille, des fois on est envahi par les mails, et à un moment donné il faut dire stop, quoi. Même les réseaux sociaux. Je sais que je suis un peu rebelle par rapport à ça, mais je me dis non, j'ai pas envie de tomber, j'ai envie d'aller à mon rythme, en fait, et de me dire ok, Estelle, est-ce que ça c'est bon pour toi? Oui, non, et je m'écoute avant d'agir, en fait, c'est ça. Donc du coup... Et Alex, toi qui mets dedans quand t'étais petit, est-ce qu'à l'inverse tu te verrais faire une reconversion dans l'informatique, par exemple? Pas du tout. Toi qui as fait le chemin. Non, il y aurait d'autres reconversions à faire, mais pas l'informatique. En revanche, c'est vrai que sur le numérique, je te rejoins un petit peu. Moi, j'ai eu un excellent formateur en ferronnerie qui nous a fait commencer sans élec, avec une lime, un marteau et la forge, et qui, à partir du moment où on maîtrisait un outil, nous faisait passer à l'étape suivante de passer de la lime à la meuleuse, et au fur et à mesure, passer du manuel déjà à l'électrique. Et ensuite, on a commencé à aborder un petit peu de CAO ou des choses comme ça. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas une connaissance de sa matière, de toutes les conditions pour lesquelles on les ferait de manière manuelle, c'est même pas la peine de commencer à aborder le numérique, la FAO ou des choses comme ça. Après, une fois que les conditions sont là et qu'on ne perd pas en qualité, pourquoi pas, quoi. Et puis ça permet aussi d'avoir de nouvelles idées. Là, on le voit ici avec l'impression 3D, la laser, c'est des choses que moi, je n'avais pas forcément abordées avant, et ça ouvre des perspectives vraiment super intéressantes. Et après, ça reste... moi, je n'ai pas été formé du tout là-dessus, donc... ça reste du temps pour se former, quand on est déjà installé, trouver du temps, c'est pas toujours évident. Pour la sérénité financière et la sérénité niveau temps, c'est un défi de tous les jours pour l'avoir, quoi. Et c'est un petit peu un cercle aussi, plus on... La base quand même d'un emploi, pas d'un métier, mais d'un emploi, ça va être d'avoir à la fin du mois de quoi bouffer et payer son logement. Ça, c'est toujours inhérent derrière. Après, le reste, une fois que ça se passe bien, c'est que du bonheur. Et toi, en plus, tu avais une trajectoire assez différente, c'est-à-dire que c'est pas un acte de reconversion, tu sortais de formation initiale. Et tu t'es lancé tout de suite à ton compte et ça, c'est une question qui m'intéresse. Et la seconde, c'est les autres personnes qui étaient avec toi en formation. Eux, ils ont fait quoi derrière? Parce qu'entre un acte de reconversion où on a déjà une expérience pro, on a déjà une capacité peut-être à comprendre un environnement professionnel et à avoir du recul, je trouve ça assez impressionnant de se dire je finis ma formation initiale, je suis assez jeune. Voilà. Et là, je me lance tout de suite, ok, j'y vais à mon compte. Et là, pour le coup, peut-être que le temps, tu l'as moins. C'est une question que je pose, peut-être que tu l'as moins pour réfléchir, prendre du recul et ton temps. Et ça avance, quoi. Et c'est le plongeon dans le grand bain, avec nécessairement, même si je pense qu'on peut être très, très jeune et hyper mature, mais nécessairement des choses que quelqu'un qui a bossé 10 ans dans une boîte de Super U ou n'importe où, tu le sais pas, mais ça t'a apporté des compétences. Ah, mais bien sûr, c'est sûr. Et toi, donc comment ça a été par rapport à la gestion du temps, justement?
Et les autres qui ont été formés avec toi, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Déjà, moi j'avais arrêté du coup, j'avais fait un bac littéraire et un début en fac. Ouais. Et c'était vraiment une année de réflexion. Je savais absolument pas ce que je voulais faire ensuite. Mon grand-père, je l'ai jamais connu, mais il était forgeron. Je me suis dit, je vais aller dans une forge, voir ce que c'est. Et bon, après, une fois que tu as les mains dedans, c'est fini. C'est assez difficile. Et du coup, le fait de remonter ma boîte, moi j'ai 1 an de formation en ferronnerie, j'en ai 3 en vitrail au CIFAM du coup, avec monsieur Guillemot. Et je sais plus du coup. Et juste après, j'ai bossé en entreprise quand même avant de monter ma boîte, mais j'ai pas un caractère qui est toujours facile et être salarié, pour moi c'est pas possible. Il n'y a pas de grands hommes sans mauvais caractère. Et bon, ça s'est jamais mal fini en salariat, mais j'étais pas nécessairement bien à ma place, donc j'ai monté ma boîte. Ça n'a pas été très facile tout le temps, mais au moins on est sur du défi constant. Des fois on te demande quelque chose que tu sais pas forcément encore faire ou que tu vois comment on le fait théoriquement. Et c'est ça qui te fait avancer aussi, d'avoir toujours des nouveaux petits obstacles à grimper. Et puis là, ça fait 5 ans. Et enfin, niveau confiance en moi, je vois qu'on n'est pas du tout à la même étape. Et pour ce qui est des autres de la formation, en ferronnerie, pour ceux qui ne sont pas cassés physiquement, ils sont encore dedans. Il y a eu des reconversions aussi pour le coup dans l'informatique ou des choses comme ça. Sinon la plupart travaillent dans le fer. Ça va pas forcément être en ferronnerie. Il y a beaucoup qui sont partis en soudure parce qu'il y a énormément de travail. Mais à leur compte ou non? Pas forcément. Je suis pas en contact encore avec tout le monde, mais et pour ceux qui sont du vitrail, aux dernières nouvelles, tous sont restés dedans sauf un. Après c'est une promotion, on était 6, ce qui est assez courant. Ça ne peut pas jamais. On va pas former plus de gens qu'il y a de travail. Donc non, je suis le seul là en vitrail à avoir monté ma boîte, et en ferronnerie, de ceux que je connais, aussi. Parce qu'après il y a du travail aussi parce qu'on n'est pas nombreux à le faire. Alors, justement, vous qui avez une vision un peu haute et longue de tout ça, les gens qui rentrent en formation, ils sont de plus en plus nombreux à monter leur boîte derrière et à avoir cette volonté-là. Ça reste stable, c'est peut-être pas une bonne clé de lecture aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commencerai d'abord par le parcours un peu atypique, parce que là, c'est une propulsion aussi complètement différente, mais ça nous ramène à l'axe sociétal. Juste une petite parenthèse avant de répondre à ça, c'est que ta définition, elle est parfaite, hein. La tienne aussi. On est plutôt sur quelque chose qui s'est imposé à toi, à la fin dans ta jeunesse, et qui s'est imposé face à quelque chose qui donnait du sens à ta vie. Et je pense que le point de départ, de toute façon, il est là. Et ça pose la motivation d'y aller. Et que forcément derrière, les moyens, on les trouve avec tout l'inconfort que ça peut positionner, de sérénité financière, d'adaptabilité à la société, mais de faire quelque chose qui a du sens. Donc, de toute façon, j'ai l'impression quand même que la réponse, elle est complètement là, quoi. Je veux dire, elle est complètement là. On est de plus en plus nous confrontés à des parcours atypiques qui sortent justement de l'idée, je sors de 6, je sors de 3e, et je refais un petit alinéa aussi par rapport à ce que tu as dit au début, qui était un peu ce qu'on considérait en termes de mentalité, c'est-à-dire qu'on sort des années 70 avec quelque chose qui considérait être métier manuel comme un peu la poubelle de l'éducation nationale. N'en déplaise à l'éducation nationale peut-être, j'assume, je m'appelle Yann Thomas, on va me chercher. Je sais où on est, je sais ce qu'on fait, je sais comment on le fait, il y a des belles personnes partout, il y a des bons, des mauvais profs, il y a des bons, des mauvais artisans, il y a des bons, des mauvais humains. Chacun fait de son mieux, mais cette mentalité-là, elle change. Et elle a permis aussi d'accepter l'idée, par non-souci de dire c'est dévalorisant, de ne pas y aller. Et ça, je trouve ça assez magnifique, parce qu'on peut aussi se révéler par rapport à ça. Et les dommages, c'est très occidental, hein, de tomber dans des souffrances. Je prends le mot souffrance, hein, tu prends comme tu veux, pour être capable de pouvoir transformer. Mais ça fait partie du cycle aussi, de la dépression, du truc.
je suis dans ces souffrances, je transforme, et qu'est-ce que je fais pour transformer? Tout le monde n'est pas capable de le faire, surtout si on commence à tourner en boucle. Là, je vais rentrer dans un axe de développement personnel qui n'a rien à voir ici, mais qui est quand même le point de départ de nos réalités et de ce dont pourquoi on va, on fait et on réalise. Donc, le point de départ, vous l'avez. Donc, parcours atypique, oui, de plus en plus de gens qui se révèlent à ce genre de questionnement et qu'on accompagne au mieux dans ce sens. Donc, on est même obligé dans nos formations de fondamentaux de devoir créer dans les formations qui posent ces fondamentaux, d'accepter et tout au moins même de transformer l'ensemble de la pédagogie, parce que bien évidemment que le parcours atypique d'un jeune qui sort et c'est pas du tout péjoratif non plus, qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui n'est pas du tout dans la même dynamique, qui n'a pas les mêmes besoins, et d'une personne qui est post-bac ou qui est post-études, de devoir aussi accompagner ce nouveau public-là, dit atypique, donc ça fonctionne assez bien, et qui en l'occurrence pour ces gens-là, de toute façon, et là je réponds à ta question, relève de 81% d'indépendance et d'entrepreneuriat derrière, parce qu'on arrive avec avec du sens. Parce que déjà à la base, il faut que je fasse quelque chose pour... J'ai trouvé les personnes qui vont me permettre de me mettre les pieds à l'étrier, qui n'ont pas la vérité, mais qui vont me permettre peut-être d'aller plus vite dans l'idée d'apprendre ces fondamentaux, sans attention, et j'y reviens aussi, parce que ça posait tout à l'heure la balance du savoir-faire, des fondamentaux, du passage obligé, mais aussi de l'axe atypique sans annihiler l'idée magnifique de ce que tu es et de ce que nous sommes tous, c'est-à-dire sans dire il faut faire comme ça, apprendre ça c'est faire comme ça, chose que moi je suis passé par là, c'est-à-dire que si tu fais pas comme ça ce sera pas bien et ça passera par la fenêtre, il y a un espace aussi d'humiliation, je le dis, c'est pas bien, on fait un drop avec la pièce et elle traverse là. Tant que ce sera pas dans l'excellence et la réussite, ça forge, mais tout le monde ne peut pas passer cette étape-là, donc on devient presque perfectionnisme excellent, etc., mais avec d'autres désavantages qui sont ceux d'oublier peut-être ce que l'on est et ce que nous sommes. Et c'est ça qui est intéressant dans ces nouveaux parcours, c'est que ne pas oublier d'où on vient, ne pas oublier d'entremêler, de mêler cet axe pseudo-personnel assez fondamentaux qui sont nécessaires pour apprendre mais donner sa couleur, donner sa typicité, donner son cercle chromatique, dans la nuance des couleurs, du noir et du blanc, l'ombre et la lumière, et puis aussi de ce qui est à côté, les couleurs qui vont vers les dégradés de valeur. Donc c'est garder ce que l'on est, tout simplement. Mais ça part de là. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Donc je trouve que vous répondez super bien en formation. Et pour terminer, oui, dans ces parcours-là, accompagner, c'est 90% d'indépendance. Ouais. Ça reste stable. Ah oui. Ça a toujours été comme ça, oui. en fait. Oui. Le phare médiatique qui aujourd'hui montre la reconversion et ses nouveaux parcours. C'est capital. Parce qu'on est dans une société qui permet aussi plus facilement la reconversion de second parcours. Et moins de malléabilité, donc aussi dans l'idée d'un parcours atypique qui ne va pas se retrouver à pousser des bouts de bois, ce qui n'est pas péjoratif non plus, dans une grosse société parce que de toute façon j'ai fait ça, parce que j'ai envie de faire ça. Et si c'est pour se retrouver à l'instar de ce que tu faisais dans ton petit commerce, ça ne sert à rien. Et avec tout le pack complet de merde, de non-sérénité, de devoir trouver ses clients, de changer ses chemises, j'ai bien compris. Ça, c'est un sacré merdier. Mais c'est ce qui pose la vie aussi, quoi. C'est l'impermanence de la vie, quoi. Mais pardon. Juste ce que tu disais par rapport à la pièce qui vole à travers la fenêtre, ça c'est une étape. Je pense que tu sois en reconversion ou en formation initiale, en fait, il faut que tu aies quelqu'un qui te dise jusqu'à que tu aies atteint, pas la perfection, mais une maîtrise. Et ça, c'est une étape qui est essentielle. Et il faut quelqu'un en fait derrière. Donc, être autodidacte, c'est complètement possible, mais il faut quand même au moins s'imposer même soi-même ce truc-là, de dire non, ça passe pas, c'est de la merde. Et on retrouve des fois des gens qui ont un peu loupé cette étape-là aussi, et c'est aussi une des choses qui définit l'artisanat, l'artisan, c'est de soi-même juger sa pièce et de savoir dire qu'on a fait une bouse. Et ça arrive à tout le monde, je crois. Mais, et recommencer, du coup. Une exigence de qualité. La grosse différence entre hier et aujourd'hui, c'est le rapport à l'humiliation. Bon, ça parle de mon parcours certainement, mais la projection de ce que j'ai pu vivre, mais qui m'a aussi permis d'être fort et de faire la chose du mieux possible. Mais c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi être dans cet axe d'œil nouveau, de critique, de rapport à la qualité, à l'exigence, sans passer non plus par
des choses qui, d'une manière un peu radicale, me disent écoute, change de métier parce que t'es une merde. Quoi. Voilà. Mais sur la question de la pédagogie, ça pose quand même pas mal d'enjeux sur comment. Parce que il y a plein de compétences. Hein. Tu disais tout à l'heure, on doit avoir plusieurs casquettes, mais c'est exactement ça. Tu dois être créatif, donc savoir imaginer, un technicien, un expert, enfin, en tout cas, un savoir-faire avec lequel tu vas viser une excellence. Tu dois avoir des connaissances sectorielles, donc comprendre ton environnement, comment ça marche, le marché dans lequel tu arrives, les clientèles que tu peux avoir et gérer ton entreprise. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que selon les parcours, pour avoir un parcours un peu à la carte en fonction des publics, c'est assez complexe. On a encore d'ailleurs, on a des CAP qui se font avec une version initiale et une version reconversion. Il y a vraiment deux groupes séparés, ils ne se parlent pas, c'est comme ça. Donc on a d'un côté des jeunes qui pour le coup vont, je pense pour beaucoup, aller vers le salariat et qui ne vont pas forcément avoir justement cette ouverture vers le fait de s'émanciper, être heureux dans la manière de faire leur activité, et d'autres des personnes plutôt en reconversion. Moi je le vois dans des CFA, dans des centres de formation. Voilà, il y a deux promos. Ils ne se connaissent pas. Il y a l'initiale et la reconversion. Donc on a d'un côté. C'est hyper intéressant. Et ça, c'est à remettre en. Je pense qu'il y a quelque chose à remettre en question. Il y a aussi quelque chose à remettre en question, c'est comment on fait aujourd'hui, et ça change, tu as raison. Mais moi, j'ai eu mon bac en 2000. Bon, c'est pas hier, mais bon. Et moi, je me souviens, alors on faisait de l'EPS, on faisait de l'art plastique, on faisait de la musique. Le seul truc où on avait un savoir-faire manuel avec un besoin, c'était de la techno. On soudait des. Voilà. À aucun moment donné, il y avait ce qu'on pourrait très bien mettre des cours d'initiation à d'autres types de matières. Voilà. Et ça n'existe pas encore. Quoi. Alors, tu as 4 heures de PS par semaine, limite, mais par contre, voilà. Et donc, il y a l'art, oui, on fait de l'art plastique, mais c'est pas du tout même, on n'est pas dans les mêmes logiques. On ne rentre pas par la matière. Exactement. Exactement. La techno, il n'y en a plus. Il y en a, mais d'une autre façon, c'est devenu abstrait. Quoi. Mais donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Pour donner aussi envie à des personnes plus jeunes qui ne se retrouvent pas dans le système scolaire tel qu'il existe, qui ne se retrouvent pas à faire une formation technique parce qu'on leur a dit t'es nul, tu vas aller là-bas, mais qui se disent en fait je t'ai rencontré toi, je t'ai rencontré, putain, mais en fait elle a l'air géniale, elle a l'air d'aimer ce qu'elle fait, tiens je me projette, j'y vais. Et il y a quelque chose quand même, on a encore des parcours à deux vitesses un petit peu entre des personnes qui vont aller vers quelque chose par passion, et d'un côté encore des choses où on voit qu'on sépare, on segmente. Quoi. Et ça va par, je pense, plus de sensibilisation, et je pense que ça change, les mentalités, ouais. Mais il y a encore un bout de chemin pour que quand tu as 18 ans ou 17 ans, tu annonces à tes parents que tu vas pas faire des études supérieures de blablabla, mais tu as envie de teindre des vêtements. Mais tu te regardes pas avec des grands yeux en disant mais t'es malade, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vas finir au chômage et à la rue. Non mais c'est un vrai truc. Tu poses des mots très justes, tu parles de parents, je pense que la première chose c'est l'éducation. Voilà, point. Sous couvert les conseillers d'orientation, là c'est une strate différente, sous couvert de l'éduc, sous couvert, voilà, peu importe. Mais je crois qu'on a une vraie part de responsabilité quant au changement de la vision des choses. Et ça bouge et c'est exponentiel. Je pense que depuis 2-3 ans, c'est exponentiel. Donc on est dans un changement radical de société. Ça bouge, on le voit dans le domaine du design. Depuis 15 ans, on en parle, on dit il y a la disparition des objets. Design produit, je parle. Je ne parle pas d'un mouvement, du design d'espace. On dit avec l'avènement du numérique, les objets sont tellement miniaturisés de plus en plus qu'ils disparaissent. Ce qui reste, c'est quoi? C'est les fondamentaux, c'est le mobilier, des ustensiles du quotidien. Et on a toujours parlé de ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le numérique, pour s'exprimer, se révéler, il redonne corps à des objets. C'est-à-dire que les interfaces, elles redeviennent dans des boîtes avec des boutons qu'on fait de plus en plus gros. C'est-à-dire que le virtuel, il a besoin de se réexprimer dans du concret. Et donc, finalement, c'est le concret qui regagne sur le numérique en ce moment. Donc, je fais parallèle avec l'artisanat qui est du domaine du concret, du faire, du fabriquer, de donner du relief aux choses. Et le parallèle, il peut se faire comme ça aussi. Donc, c'est une vraie évolution. Et quand on voit dans l'ameublement qu'on vend maintenant des billes de bois pour faire une espèce d'objet à poser des revues dans un salon, on a tous vu ça dans les catalogues, eh bien, c'est quoi? C'est le sens qu'on cherche. C'est pas le fait que ce soit une bille de bois ou quelque chose d'autre. C'est typiquement le sens, et le sens, il est
avec la matière brute, avec le veinage du bois et ce qu'on montre, même si ça n'a pas vraiment de forme étudiée. C'est un lourd débat, ça aussi. Modification des formes à travers le temps, le côté fouillé du mobilier, le côté fouillé des formes, qui ont complètement été, qui sont devenus obsolètes, au regard non pas forcément de soi-disant ce qu'on aurait pu croire, c'est-à-dire un nouveau style, quelque chose qui pose du minimalisme, des purées. Non, il faut juste regarder ce qui s'est passé. On l'a fait parce que ça coûtait trop cher et que si aujourd'hui je fais un joint creux ici et s'il n'y a plus de moulure, c'est pas parce que c'est minimaliste. Il faut arrêter ce snobisme qui moi m'énerve. C'est juste qu'à un moment, un industriel a positionné quelque chose qui permettait pour lui de sortir le machin à moins cher et a réussi dans la mentalité à transformer l'idée des gens, de considérer que. Et de prendre un objet chez Ikea et de dire moi je veux ça parce que je trouve ça magnifique, parce que c'est hyper boboisant. Il y a un moment, c'est un autre débat dans le table rond, mais ça c'est des choses qui m'insurgent. On en parlera à la table carrée juste derrière. C'est super important. Ikea ouvre une boutique de Rivoli, vous avez vu ça? Comment? 3000 m² de Rivoli. Oui, j'entends bien. C'est l'uniformisation. J'entends bien. C'est ça. Et donc l'artisanat, c'est pas l'uniformisation. J'entends bien. Mais c'est revenir à de la mode et nature, c'est revenir à de l'ornementation, c'est de se l'imposer, d'y croire. Et encore une fois, si ça a du sens pour ça aura du sens pour les autres. Sur les modèles, vous sentez, on parlait à un moment donné d'avoir des référents, de se projeter. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, plutôt vous, parce que quel type de modèle, que les artisans aujourd'hui ont une voix pour aussi, peut-être plus qu'avant, de s'exprimer? Est-ce qu'on vous demande plus la parole? Est-ce que pour justement à un moment donné communiquer, valoriser ce que vous faites? Là où peut-être il y a encore 15 ans, c'était des professions obscures, on en parlait beaucoup moins, il y avait moins peut-être de valorisation. On parlait tout autant, elles étaient simplement limitées à un vase clos qui se cooptait. On parle des compagnons du Tour de France, que je connais bien. On parle cette espèce c'était un peu sectaire. Puis le regard des parents a décalé aussi. Ouais, non, mais ce point de départ, c'était ça. C'était éducatif. C'est éducatif. T'as intérêt à avoir des meilleures notes le trimestre prochain, sinon c'est bac pro. Ouais, non mais bien sûr. Ouais, c'est la sanction. On a des vraies responsabilités. D'ailleurs, rien que le fait que dans les intitulés de diplôme en parcours général, t'as le bac et puis t'as un autre truc. Puis, rien que le fait de les nommer pareil, symboliquement, ça a un sens, c'est hyper lourd de sens. Et dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire de se dire on a le bac, puis on a le bac pro. Ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que ça, en termes de symbolique, tu vois, d'avoir segmenté, bon, c'est très français aussi, c'est une manière de segmenter les choses, de se dire aussi on sépare l'éducation du travail, c'est très français aussi, voilà, surtout pas, il y a la théorie, donc mais il y a plein de symboles comme ça, je pense, à briser, et ça change, c'est sûr, mais ça prend du temps. Tu peux le métaphoriser surtout, société, Lénard, on parle de Lénard, on va en parler. Donc il y a un moment, et pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, je trouve qu'il faut bien faire attention à l'idée des fondamentaux et à l'idée des outils qui sont au service des fondamentaux. Et pour moi, le high-tech dont on parlait tout à l'heure reste un outil. Point. Je vous abandonne. Ouais, merci. À bientôt. Donc c'est ça qu'il faut mesurer. Et c'est ça qu'il faut utiliser à bon escient et au regard de la proportion de chacun pour en faire quelque chose. N'oublions pas non plus l'industrialisation, les industriels qui sont aussi souvent issus de l'artisanat. On a aussi besoin conjoncturellement d'avoir des gens qui produisent, on a aussi besoin de tous. Et moi je m'aperçois de toute façon, c'est que souvent, et dans ma génération, tous les industriels aujourd'hui, pour beaucoup, sont partis de bases de fondamentaux d'artisanat pour aller vers quelque chose de plus productif. Parce que en termes de choix, en termes d'individus, en termes de capacité à pouvoir se faire plaisir aussi au management, aux hommes, etc. etc. Voilà, et ce nouveau modèle naissant, que je trouve assez intéressant, qui relève du participatif, du collaboratif, du partage, mais qui met beaucoup plus d'humain au centre et au cœur de ce modèle-là. Donc on est presque plus dans une espèce de développement personnel, on est d'accord, on est là-dedans. Et d'ailleurs, le choix de venir ici, il s'est fait comment? Tu t'es dit, tiens, je vais... Je cherchais un espace pour pouvoir travailler, et... je sais pas, on m'a parlé 3 fois de ce lieu en fait. J'ai fini dès que je suis venue, je me suis dit ok, c'est là. J'ai le cadre, les gens, la synergie créative, le fait aussi que ce soit collaboratif, bienveillant, toutes les valeurs que je ne retrouvais pas dans le monde du travail en fait. C'est ça. Et l'échelle humaine, aussi. Je pense que l'artisanat, c'est ça, c'est une quête aussi de revenir à du sens, mais à une échelle plus humaine en fait. C'est ça, de plus se sentir écrasé par des choses et de se sentir enfermé dans une boîte dans laquelle on ne peut pas respirer en fait.
Et c'est ça, et je trouve que l'artisanat, bah ouais, on s'exprime, on crée, on est nous en fait. C'est ça la valeur ajoutée. Ouais, c'est ça. C'est insuffler son âme, c'est ça. Et des choses qu'on ne peut pas trouver parce qu'on ne peut pas insuffler son âme dans un monde du travail. On te demande juste d'être hyper corporate et de rentrer, Oui, d'exécuter. Ouais, d'exécuter en fait. De la chaîne. Ouais, c'est ça. On est ça, vous êtes toute la chaîne. Ouais, c'est ça. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que la discussion qu'on pose aujourd'hui, les mots sont quand même forts. Hein. On parle d'âme, on parle de sens, on parle de l'intérieur vers l'extérieur. On pourrait presque être au point de départ de n'importe quel type d'explication sans être considéré comme mysticopété. Mais c'est un peu ça l'idée. Hein. Il y a une part ésotérique là-dedans, je suis désolé d'en parler, mais c'est ce qui donne cette valeur-là. C'est de revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux, on peut les métaphoriser non pas simplement sur la matière, mais sur ce que nous sommes. L'artisanat, on peut le métaphoriser dans l'idée d'être un artisan pour soi, sans y mettre un mot ni de matière, ni de métier, etc. Donc je pense que le cœur, il est là. Un petit côté... mais c'est exactement ça. Hein. C'est la capacité qu'on a à communiquer. Pourquoi ça vit, pourquoi ça passe, pourquoi on se rencontre. Et je crois de toute façon, il n'y a pas de hasard et on rencontre les gens qu'on doit rencontrer au moment. Et quand on donne cette dimension-là, elle est tout autre. Dans le respect, dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on donne à l'autre. Ça pose de l'humilité, ça pose plein de choses. Il y aura toujours des cons, il y aura toujours des... Mais c'est aussi ce qui fait avancer. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu parlais d'énervement, tu parlais de pas facile, etc. Mais c'est ce qui fait qu'à un moment, on est juste ce qu'on est, quoi. Et dans l'inconditionnel de pouvoir l'accepter de l'autre. Et là, c'est des grands mots, hein. Mais c'est la base de l'artisanat. Ben ouais, mais c'est ça, quoi. Sinon, on serait pas là, on se ferait chier, quoi. Quoi. Et moi, je dirais pourquoi une formation, pourquoi des formations, puisqu'on va en parler. Et moi, je pense qu'une autre caractéristique de l'artisan, c'est un passionné. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. Et alors, non seulement il est passionné de nature, mais il a l'obligation d'être passionné. D'abord par son métier, par le produit qu'il fait, par son savoir-faire, etc. Et donc, c'est une façon où il n'y a pas. Mais ce n'est pas la seule. Il doit être passionné aussi par son client. S'il fait que pour lui, il va s'éteindre un jour. Hein. Par contre, s'il fait pour les autres, et pour les autres, pas n'importe lesquels, c'est ceux qui veulent, ceux qui aiment ce qu'il fait, ceux qui en demandent et ceux qu'il va chercher. Hein, donc c'est cette passion-là, cette passion du marché qui est nécessaire. Enfin, l'artisan, il a aussi la passion du collaborateur. On l'a parlé tout à l'heure, mais participer avec ses collègues quand on a du bois, du métal, ou apprendre à son artisan qui va lui redonner beaucoup de choses différemment, mais qui va lui en donner, participer avec ses fournisseurs, avec ses clients, par la définition des produits, etc. Donc la passion de ses collaborateurs est nécessaire, et puis c'est elle qui fait la vie. C'est elle qui fait la vie. Et enfin, une quatrième passion, je suis ingénieur, hein, donc on y va, une quatrième passion, c'est celle du projet. Parce que l'artisan, il a des projets, parce que les projets, c'est la vie, les projets, c'est l'avenir, et les projets, c'est ce qui le fait rêver, et ce qui le fait rêver, c'est là où il va. Et pour tout ça, c'est vrai que la formation va nourrir toutes ces passions-là. C'est un peu d'ailleurs nous, ici Nantes et ailleurs, notre approche de la formation d'ailleurs, elle est vraiment là-dedans. On n'a pas vocation aujourd'hui, nous, à faire des CAP menuiserie, ça existe, ils sont très bien. On a vocation à se positionner sur voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Et on a une formation, j'en parle parce qu'elle commence au mois de septembre. Ici, on a une formation qui s'appelle Entrepreneur Maker, et l'idée c'est de se dire, ok, tu es un artisan en devenir, donc tu te dis j'ai envie d'aller vers un métier mais je ne sais pas encore vers lequel, ou je suis un artisan avec déjà des compétences, et je vais aller vraiment plutôt travailler sur comment je travaille sur du pilotage de projet avec d'autres. Donc l'idée c'est d'avoir des personnes qui ont plusieurs compétences différentes. Des personnes qui viennent plutôt de la partie conception, des personnes qui viennent plutôt de la partie bois, d'autres plutôt parce qu'ils font des céramiques, voilà. Et de les mettre ensemble et de les faire travailler sur comment j'imagine mon projet entrepreneurial là-dedans. Et donc il y a une partie résidence, il y a une partie apprentissage, mais on n'est pas sur les fondamentaux, parce que c'est justement pas, on n'est pas sur ces fondamentaux-là, en tout cas techniques. On est sur d'autres à la rigueur fondamentaux. Mais il y a cette question de la mise en relation de personnes qui ne vont pas forcément exercer le même métier,
mais qui vont travailler ce que tu disais, la question du projet, la question de l'interaction avec ton potentiel client, avec tes collaborateurs, comment je mûris ma réflexion par rapport à mon projet. Et donc parce que je suis dans une situation où je cherche une orientation artisanale, mais je ne la connais pas encore, ou je sors de 1 an de CAP, et je me sens pas de me lancer, j'ai encore besoin de me confronter avec d'autres gens, d'autres idées, etc. Donc on est vraiment sur une approche un petit peu plus fonctionnelle. Et ça n'a pas du tout vocation à remplacer la formation technique, mais plutôt à la compléter, quoi, à se dire on apporte autre chose, et c'est ce qu'on fait aussi sur nos autres formations, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que nous, en tant qu'espace collaboratif de rencontre, en termes d'apprentissage de compétences et de connaissances, qu'est-ce qu'on peut t'apporter? On ne va pas remplacer un prof, un ébéniste qui lui va et puis les formations d'excellence qui existent ailleurs. Exactement. Et de toute façon, c'est pas l'idée, c'est pas le but, mais de se dire voilà, c'est quoi la valeur ajoutée, et pour moi, elle est dans ce que tu viens de dire un petit peu, et dans ce qu'on a tous dit par rapport à l'humain, par rapport à la passion, mais le fait de se confronter aux autres, à ceux qui vont collaborer avec toi, au regard aussi. C'est très porteur. Et c'est vraiment au cœur de notre approche en termes de formation. D'ailleurs, c'est une formation où il y a une partie de résidence, donc tu es vraiment ici, dans le jus, tu es un résident en fait, et une partie où tu es vraiment face à face pédagogique, avec un prof, etc. Je pense que le nouveau aujourd'hui, il est dans l'entrée. L'entrée, c'est quoi? C'est que s'il y a un moment pour pouvoir apprendre ou devenir ou être, et en plus à une époque toute sa vie, ce qui est complexifié encore l'identité du potentiel changement qui n'était pas possible, parce que de toute façon, je fais ci, je fais ça, je le ferai toute ma vie. C'est qu'aujourd'hui, les nouveaux modèles sont dans l'idée de la possibilité du changement et d'une entrée créative, peut-être pas créative, mais d'une entrée pour apprendre les choses d'une manière différente, qui peut être un projet sens comme le tien, parce que voilà, je me fais chier là où je suis et je vais me donner les moyens d'eux. Et dans un point de départ qui est différent d'un gamin qui a 16 ans, voilà, c'est évident. Et c'est donner la possibilité justement de pouvoir avoir des entrées différentes et qui viennent nourrir, mais qui au bout du bout, de toute façon, dans ce gros sac qu'on va porter sur le dos, qui va nous permettre d'assumer, et de s'enrichir systématiquement tout le temps, de passer par des axes obligés de gestion, de fondamentaux, d'accompagnement humain, de coopérative, de rencontres, etc., etc. Donc je pense qu'au bout du bout, on a le même sac. Sauf qu'à un moment, ce qu'on permet aujourd'hui dans ces nouveaux modèles-là, c'est donner des entrées et des passages, des passerelles qui sont facilitatrices, et c'est ce qui transpire un peu ici, de progression. C'est que l'entrée, c'est quelque chose d'important. Ah ben oui, et l'entrée, elle se respecte, parce que si on impose une entrée qui n'est pas celle qu'on a envie de prendre, elle est complexe, et elle est donc pas pour nous. Donc c'est avoir ce regard un peu plus porté, avec un vecteur métier, pourquoi pas, mais on reste encore dans l'humain, la capacité d'accompagner, quoi. C'est ça qui est important. On le voit chez nos résidents, il n'y en a pas un qui a un parcours similaire à l'autre. Non, mais pour le coup, les entrées sont tellement différentes. Ouais. Parce que l'entrée par résident. Ouais, non, mais bien sûr. Moi, j'ai des potes à moi qui sont en conversion et ils ne sont pas capables de se lancer dans une formation technique demain. Ils ont besoin de se rassurer avant. Un accueil, quoi. Ouais, puis ils ont besoin de comprendre là où ils vont, ce qu'ils vont faire après, donc il y a le projet à mûrir avant. Et d'autres qui se disent, je fonce, je vais apprendre à faire tout de suite. Peut-être baisser, on verra après, mais c'est la matière, l'entrée. Et d'autres qui vont, non, la matière, voilà, j'ai besoin de réfléchir d'abord à mon projet, à mon projet personnel aussi. On n'a pas tous la même façon de dérouler son fil. Ah, tout à fait, ouais. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et puis l'environnement, c'est ce que tu disais, il y a les trois clés un peu que tu mets sur l'environnement, la sérénité de ce mode de vie aussi, la sérénité du projet. Ouais, puis toi tu parlais de couper des ponts avec certaines personnes. Non, mais c'est des actes forts, tu vois. À un moment donné, c'est de dire, ok, ça a d'autres implications qui vont au-delà d'un apprentissage. C'est évident. Ouais, clairement. Puis la résultante, pardon. Je pense que la sanction, parce qu'il y a une sanction, c'est pas un joli mot, mais il y a une sanction quand même. Parce que la sanction, c'est quoi? C'est au bout du bout, quel que soit le temps qui a pu passer. Ce que j'ai fait, le parcours, comment je l'ai fait, la sanction, c'est le monde. J'y suis bien, j'y suis pas bien. J'en vis pas. J'ai pas le retour espéré de ce que j'avais projeté. Voilà, je voulais être créateur de ci, je voulais le vendre, ça se vend pas. Ouais, okay. C'est ça la sanction en fait. C'est comment à un moment, je suis capable d'être bien avec ça. Et puis encore une fois, dans le parcours de vie, transformer pour ce qui laisse la place de chacun, qui n'enlèvera pas l'identité industrielle nécessaire, qui n'enlèvera pas l'idée de l'artisanat, si petit soit-il, de s'en contenter, parce que moi j'ai envie de gagner du pognon, moi ça me suffit, voilà, c'est quoi ces modèles? Je pense que ça, honnêtement, il y a de la place pour tout le monde. Et même si moi je suis issu vraiment du milieu de l'artisanat, où on est beaucoup dans la critique, t'as encore une espèce d'artiste qui se met ici, il nous fait chier, voilà, ils ne savent pas bosser, voilà.
c'est une réalité, ça aussi, ce sont des choses qui sont portées en termes de jugement. Je pense que j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin, d'une part en créant cette formation qu'on a faite, qui est quand même assez atypique aussi, qui correspond complètement à ce que vous faites ici depuis déjà 10 ans. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et de la belle place pour tout le monde. Ouais, et que la sanction, elle est... encore une fois, c'est pas un joli mot, mais voilà, c'est là où on a envie d'aller, comme on a envie d'aller. On s'en contente, on s'en contente pas. C'est un peu le bonheur quand même, la voilà. sanction. J'entends. Ouais, ça me parle, je crois que j'ai besoin d'aller chercher du bonheur. Un mot de la fin, la FAIN. Le mélange des deux. Yann. Gardons le cap, quoi. Vivons ensemble. N'oublions pas ces fondamentaux extrêmement importants, portés par des vecteurs de métier. Voilà. Qu'on prend avec l'identité du bonheur et l'envie d'y être bien. Et de la place à tout le monde, quoi. Voilà. Et sachons nous regarder, sachons prendre chez les uns et les autres ce qu'on a besoin, sachons nous respecter. Ça parle d'amour, c'est beau, hein. Voilà. Non, puis écrivons des outils comme ceux-là qui permettent, qui donnent la possibilité et à la fois d'être fort, à la fois d'être passionné et à la fois enfin d'être artisan. Première caméra, même. Alors, le mot de la fin, ce serait d'inciter les gens à aller vers ce qui les anime. Je trouve que c'est comme ça, c'est une des clés qui changera la société, qui fera qu'on sera mieux. Et puis, de surtout se créer les conditions, donc ne pas hésiter à aller vers des environnements comme ici Nantes, vraiment, de s'entourer et de ce genre de structure qui permet, in situ et qui crée les bonnes conditions. Parce que moi, je suis passée par différentes phases, structures autour de l'entrepreneuriat et c'était comme l'école en fait. J'avais l'impression qu'on allait me rentrer dans une case et j'arrivais pas. Donc ça convient à certaines personnes, pas à d'autres. Et au moins ici, je me sens vraiment portée quoi. Donc voilà, le mot de la fin. Dans un bon environnement qui nous correspond. Voilà. Le bonheur est dans le projet. Ouais. Raphaël, un mot quand même. En plus, j'allais dire un peu comme ça. J'allais dire le bonheur est dans demain et dans la projection de ce qu'on va faire demain et de comment on va le faire et de faire aujourd'hui déjà de préparer aujourd'hui ce qu'il y aura demain. Et en effet, je pense que c'est peut-être ce qui sépare un petit peu l'artiste de l'artisan. Tu vois, il y a une projection toujours quoi. Il y a nécessairement besoin d'écouter pas que les choses mais aussi les autres quoi. C'est vrai que se connecter à demain et se connecter aux autres. Ouais. Merci à tous. Merci. Et puis on rediffusera la vidéo et on fera un petit résumé pour garder un beau souvenir. J'ai trouvé ça vraiment assez fondamental. Je ne m'attendais pas à ce qu'on rentre tout de suite dans la profondeur des choses. Je pense qu'on est tout le monde. On y était. Ouais. On a bien compris que ça partait du ventre. En parlant de ventre, on va passer à ça. Merci pour ce moment. Xavier. Merci.